Aujourd'hui, on va parler du syndrome des ovaires polykystiques et je vais t'expliquer pourquoi on pense à tort que, être obèse rend stérile, justement à cause du syndrome des ovaires polykystiques. On va voir qu'en fait, ça n'a rien à voir. On se retrouve après ça. Coucou ma licorne, j'espère que tu te portes à merveille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je vends depuis le début de ma chaîne quasiment et que j'ai pas eu encore l'occasion de faire, mais tout arrive. C'est la vidéo sur le syndrome des ovaires polykystiques. Vous savez que le syndrome des ovaires polykystiques, j'en souffre, ou plutôt j'en ai souffert, et que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ah, Mystique vient nous voir. Et que c'est quelque chose qui a énormément pesé dans ma vie amoureuse et dans ma vie, enfin non, dans ma vie tout court, quoi. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi souffrent de ce syndrome-là, donc on va en discuter ensemble et puis même pour celles qui ne savent pas ce que c'est, bah, c'est important d'expliquer ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques et c'est important de comprendre vraiment le phénomène. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment le reconnaître et dans un troisième temps, je vais vous parler, des légendes urbaines qu'on entend parfois de la part des médecins sur le syndrome des ovaires polykystiques et je vais vous expliquer la vérité. Voilà, tout simplement. Moi, je vais vous parler de mon vécu en tout cas. Mystique s'emmerde, je vous le préviens, donc il va nous embêter. Voilà. Ouais, ouais, je sais. Je comprends, je comprends. Je comprends. Ouais. Alors, qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques? C'est un trouble de la fertilité hormonale qui touche 10% de la population féminine, enfin 10% de la population féminine, 10% de personnes avec un utérus, on va dire, ou avec un vagin. Enfin, tu compris quoi. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots de profane. Si vous êtes gynécologue ou médecin, que vous passez par là, n'hésitez pas à le dire avec des mots plus scientifiques que moi. Peut-être que je vais dire des bêtises. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment, il y a pas de souci. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, en fait, les syndromes des ovaires polykystiques, il y a le mot kyste dedans et en fait, il est galvaudé parce que, ce ne sont pas des kystes qui sont dans les ovaires à ce moment-là. En fait, si ça porte ce nom-là, c'est parce que ça ressemble en fait à une multitude de kystes, mais ce n'en est pas. En fait, dès la naissance, les femmes ont un nombre défini de follicules et les follicules, c'est quoi? C'est ce qui deviendra plus tard des ovules. Mais certaines femmes naissent avec tellement de follicules en fait que, au moment, du cycle menstruel, en fait, il y en a plusieurs qui commencent à se développer, donc aucun follicule n'arrive à devenir un ovule à part entière. Donc en fait, on va avoir plusieurs follicules qui vont commencer leur développement sans devenir un ovule à part entière et donc ils se développent dans l'ovaire et bah, il y a plusieurs follicules comme ça et c'est ça qui donne l'aspect de kyste, mais alors que ce ne sont pas des kystes, c'est pas du tout dangereux. Mais du coup, ça fait que la personne qui en est sujette n'ovule pas tous les mois et c'est ça qui crée un trouble dans la fertilité. Maintenant que tu sais ce que c'est concrètement, je vais pouvoir t'expliquer comment reconnaître, les syndromes des ovaires polykystiques parce qu'il y a plusieurs symptômes et on va en décortiquer un en particulier après ça. Alors, comment les reconnaître? On a la rareté, voire l'absence de menstruation. Deuxièmement, on a un déséquilibre hormonal, donc soit trop de testostérone, soit pas assez, ce qui va amener à de l'hyperpilosité par exemple, ou alors à de l'acné, ou alors à des changements d'humeur. Et enfin, le dernier symptôme qu'on peut reconnaître chez pas mal de femmes aux ovaires polykystiques, c'est l'obésité. À partir de ce moment-là, vous me voyez venir, je crois. On va parler maintenant des légendes urbaines autour du syndrome des ovaires polykystiques. Moi, je dois vous dire que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres de la part des gynécologues. Et ça, je trouve ça hyper grave parce qu'ils sont censés être spécialistes alors qu'ils n'en savent que dalle sur le syndrome des ovaires polykystiques. C'est juste incroyable. Ça fait peur, vraiment. L'un des premiers gynécologues vers qui je me suis tournée, à qui j'ai expliqué mon problème, c'est-à-dire que je n'avais pas mes règles, il m'a juste demandé: «Tu veux tes règles?» À l'époque, j'avais 17 ans, moi, ne pas avoir mes règles, ça m'arrangeait plutôt, donc je fais: «Ah non, il m'a dit: «Bon, bah, c'est pas grave, il y a pas de problème alors». Alors que bon, concrètement, à partir du moment où une femme est réglée, elle est censée avoir ses règles tous les mois et si elle n'a pas ses règles tous les mois, c'est qu'il y a un souci et il faut le chercher, il faut chercher la cause,
de ce problème. Mais voilà, apparemment ce gynécologue avait trop de travail, n'est-ce pas? Et puis un beau jour, j'ai été diagnostiquée, alléluia. À ce moment-là, je m'étais fait poser un anneau gastrique, donc j'avais perdu 40 kilos en un an. Vous le savez normalement, que j'ai perdu à un moment donné 40 kilos en un an. Et je suis allée voir ma gynécologue et je lui ai dit: «Bah écoutez, vous me disiez que, si je perdais, du poids, bah, en fait ma pilosité reviendrait, à la normale parce que je suis très poilue. Ça devrait pas être une honte, ça devrait pas être, mais j'avoue que je suis assez mal à l'aise avec ça, donc voilà, je m'épile tout ça. Et si vous le faites pas, c'est tout à fait votre droit, il y a pas de» et donc comme ça me gênait énormément, j'ai dit à ma gynécologue: Vous voyez, ça n'a rien changé, maintenant, vous m'avez dit qu'il y avait un traitement hormonal, j'aimerais bien le prendre». Donc j'ai commencé à faire une cure d'Androcur, qui est, tout simplement un traitement hormonal qui, en plus, de te servir de contraceptif, va t'apporter des androgènes et donc normalement est censé rééquilibrer tes problèmes hormonaux. Et du coup, j'avais plus mes règles tous les mois, tout allait bien, mais j'avais toujours cette pilosité, donc on m'a dit que apparemment la seule manière de me débarrasser de ça, ce serait, de faire appel à du laser, ce que je n'ai toujours pas fait, mais que je compte faire un jour. Et du coup, bah, quand je me suis rendu compte que finalement l'Androcur, ça ne changeait rien à ma pilosité, j'ai arrêté l'Androcur parce que ça avait quand même un certain coût. J'ai commencé à prendre la pilule Diane qui a, dedans la molécule qui est dans l'Androcur, je sais plus laquelle c'est, mais qui était une pilule de troisième génération, donc c'est-à-dire pas remboursée par la sécurité sociale. Et bah, c'était un moment où vraiment j'avais pas beaucoup de sous et une plaquette c'était, 18 € il me semble. 18 € pas remboursés par la sécurité sociale, ça fait quand même un certain coût. Et j'étais en couple à ce moment-là, donc j'ai décidé d'arrêter les traitements chimiques, surtout que on commençait à parler d'enfants, lui et moi, donc je me suis dit: «Bah, écoute, tu sais quoi? Je vais arrêter parce que comme ça, je vais relancer un petit peu la machine au naturel». Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert la contraception dite naturelle. Je vous ai fait tout un article sur mon blog sur le sujet, je vous invite à le lire, sur la contraception naturelle parce que beaucoup me posent cette question-là. Quelle, contraception j'ai choisi, comment ça fonctionne, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai tout expliqué dans un article et donc je me suis rendu compte à ce moment-là que effectivement je n'ovulais pas tous les mois et en fait, à un moment donné, j'ai essayé de faire un enfant avec mon compagnon de l'époque. J'ai essayé pendant un mois. Heureusement, ce mois-là, je ne suis pas tombée enceinte parce que, au cours de ce mois-là, je me suis rendu compte que j'étais pas prête, en fait, à être maman, que j'avais encore trop de choses à réaliser par moi-même et que du coup, j'avais pas envie trop tôt. Du coup, heureusement, j'étais pas tombée enceinte à ce mois-là. Et donc, j'ai recommencé à faire attention pour ne pas tomber enceinte. Je ne reprenais plus la pilule ni rien, j'utilisais de nouveau la contraception naturelle. Et donc utiliser la contraception naturelle, surtout quand tu as les ovaires polykystiques, ça a un bienfait énorme. C'est que tu vois comment fonctionne ton cycle. Tu vois concrètement, tu peux noter vraiment les jours où tu as tes règles, les jours où tu les as pas. Et donc j'ai continué à avoir un cycle totalement irrégulier jusqu'à jusqu'à ce que je me sépare de mon compagnon. Et ça a été un truc de fou, c'est-à-dire que le mois où je me suis séparée de mon compagnon, j'ai commencé à ovuler tous les mois, comme une horloge. Tous les mois. C'était un truc de fou et depuis, je suis réglée comme une horloge. Et au début, je pensais que c'était parce que j'avais perdu du poids. D'ailleurs, j'en ai parlé de temps en temps, mais je me suis rendu compte en fait que ça n'avait rien à voir. Et là, on va revenir sur les, légendes urbaines que vous disent les gynécologues qui n'ont rien à voir avec la réalité. Beaucoup de gynécologues vous disent que pour avoir une ovulation normale, il faut perdre du poids. Or, vous le savez, j'ai perdu 40 kilos en un an, ça n'a rien changé, bien au contraire d'ailleurs. Je pense que mon poids a totalement, paniqué parce que j'avais perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Et en fait, je vous l'ai dit précédemment, dans les symptômes des syndromes des ovaires polykystiques, l'obésité est un symptôme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'obésité qui provoque le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le syndrome des ovaires polykystiques qui provoque l'obésité à cause justement de ces dérèglements hormonaux qui influent aussi sur l'insuline et qui va nous stocker les graisses plus qu'une personne qui n'aura pas le syndrome des ovaires polykystiques. Du coup, la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo, c'est pour vous expliquer à quel point on attribue à l'obésité
le fait d'être stérile, alors qu'en fait, s'agissant du syndrome des ovaires polykystiques, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles, les médecins considèrent que, l'obésité rend stérile. Mais une des principales raisons, c'est que l'obésité créerait un dérèglement hormonal qui empêcherait, la fertilité. Or, ça, on le sait, c'est le syndrome des ovaires polykystiques et l'obésité est un symptôme des ovaires polykystiques et pas l'inverse. Donc c'est pour ça que dans ma vidéo sur la grossophobie médicale, je vous disais que il y avait, un problème avec la lecture des études par rapport à l'obésité. C'est-à-dire qu'on attribue à l'obésité des maladies, des syndromes qui, en fait, ne sont que, la conséquence de ces maladies et pas forcément la cause. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, par exemple, j'écoutais dernièrement un médecin, je crois que c'est Cohen, qui parlait de l'obésité et qui disait que, en fait, l'étude disait que, les hommes étaient facilement en surpoids, mais que, il y avait plus de femmes obèses. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il disait que, bah, en fait, les femmes en général sont minces, parce qu'elles ont été mieux éduquées, à être minces, mais que des fois, ça débloque et du coup, elles deviennent obèses. Alors qu'en fait, il y a une autre lecture à ça, c'est que comme, le surpoids et l'obésité d'ailleurs sont dépistés juste par rapport à la taille et par rapport au poids, mais pas par rapport à la masse osseuse par exemple, à la masse graisseuse, à la masse musculaire, et bien, effectivement, beaucoup d'hommes sont mathématiquement en surpoids alors qu'ils sont juste musclés, qu'ils sont juste forts, ils sont juste athlétiques. Mais comme le muscle pèse plus lourd que la graisse, en fait, sur le papier, ils sont en surpoids, mais en vrai, ils sont juste en forme. Ils sont juste, bien charpentés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les femmes, elles font rarement de la musculation. Elles en font, hein, quand même, hein. Il y en a pas mal, qui en font. Mais qu'en gros, elles ont été totalement matrixées par, les magazines féminins qui leur disaient qu'il fallait être mince, Instagram, tout ça. Mais du coup, quand elles deviennent obèses, c'est aussi parce qu'elles ont été tellement formées, tellement matrixées pour être minces, qu'en fait, elles font des régimes à répétition et elles font du yo-yo et du coup, ça part en couille. Et la raison pour laquelle on voit peu ce phénomène chez les hommes, c'est parce que chez un homme, c'est OK d'être en surpoids. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que les études scientifiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut, à partir du moment où on a un prisme avec lequel on les regarde. Donc, quand on dit que l'obésité crée, l'infertilité et non, c'est l'inverse. C'est le fait d'avoir le syndrome des ovaires polykystiques, donc une infertilité qui crée l'obésité. Donc, encore une fois, les études, il faut les regarder avec beaucoup de critiques et avec beaucoup de recul et parfois, on peut faire dire plusieurs choses à une même étude. Et l'autre légende urbaine, qu'on m'a sortie quand j'ai découvert mon syndrome des ovaires polykystiques, ça a été de me dire qu'il fallait que je me dépêche d'avoir des enfants parce que j'allais galérer à en avoir. Ce qui est une erreur monumentale parce qu'en fait, le syndrome des ovaires polykystiques, comme je vous l'ai dit, c'est dû à un trop grand nombre de follicules. Mais au fur et à mesure de la vie d'une femme, comme elle a de temps en temps ses règles, hein, faut pas déconner non plus, eh bien, au fur et à mesure, elle a moins de follicules. Donc, il arrive à un moment où elle ovule normalement. Et moi, c'est ce qui est arrivé à mes 35 ans. Et c'est pour ça que quand je vous ai dit que quand je me suis séparée de mon compagnon, j'ai commencé à avoir mes règles tous les mois, réglées comme une horloge. Eh bien, c'est ça. Donc, pour beaucoup de femmes, le syndrome des ovaires polykystiques se règle avec l'âge. Voilà. Se règle aux alentours des 35 ans. Et c'est marrant, hein, parce que moi, c'est 2 mois avant mes 35 ans exactement que ça a commencé. Donc, c'est vraiment très, très, très précis. Mais ça existe et j'avais envie d'en parler parce que je vous lis dans les commentaires ou alors je lis des trucs sur les syndromes des ovaires polykystiques et j'entends des femmes dire n'importe quoi, dire, qu'elles sa femme pour ne pas prendre du poids parce qu'elles veulent pas aggraver le syndrome des ovaires polykystiques ou ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, tu vois? Il y a des femmes qui pensent se soigner et alors qu'en fait, elles se soignent pas du tout. Voilà, bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le syndrome des ovaires polykystiques. J'espère que c'était cool et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. En tout cas, c'était une promesse que je vous avais faite. Donc voilà, chose promise, chose due. Au fait, je sais pas si tu as remarqué, cette vidéo a été publiée à 18h. Ce sera comme ça dorénavant. Les vidéos seront publiées le samedi à 18h.
Voilà, parce que je me suis rendu compte que, bah, vous regardiez souvent les vidéos à partir de 18 h. Donc autant me donner un maximum de chances de réussite et de vous proposer de regarder les vidéos à 18 h. Plein de bisous, bye bye.